fois la France qui a tout pour elle, qui a tout pour être justement un de ses phares dans ces pays occidentaux, a décidé de perdre justement cette souveraineté, cette possibilité de rester dans cette grande influence aussi. Donc, il y a quelque chose de très triste. Et en plus, on est dans une séquence très particulière. Bon, on a mentionné, il y a différents exemples par les temps qui courent, que ce soit, bon, on a eu le côté un peu risible et choquant en même temps de ce qui s'est passé au Louvre, mais le théâtre politique... Justement, pour citer Michel Onfray, dit aujourd'hui en France, avec une disqueuse et une échelle, on repart du musée du Louvre avec la Joconde sous le bras. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, abonnés de notre chaîne YouTube. Nous venons de dépasser les 500 000 abonnés, donc on vous remercie. On est vraiment très très heureux de cette performance et on vous remercie de revenir chaque semaine plus nombreux. Également abonnés de notre chaîne, de notre chaîne YouTube, de notre application. Et n'oubliez pas d'aller sur l'application aussi. 5 € par mois, 2 € pour les étudiants, je le rappelle. C'est là que se trouve le cœur de nos métiers, avec en particulier nos documentaires que nous réalisons à l'étranger. Il y a les making-of, il y a la vie de la rédaction, il y a plein de choses sur cette application. Également, je rappelle l'apparition déjà en kiosque depuis quelques semaines du nouveau numéro d'Omerta, Congo, Silence on tue, consacré à la région des Grands Lacs, dans laquelle nous avons passé beaucoup de temps cet été. Aujourd'hui, pour le grand entretien, je reçois avec un grand plaisir Karima Brick. Bonjour Karima. Bonjour Régis. Je suis ravi. La dernière fois qu'on s'est croisés, c'était sur un plateau de CNews d'ailleurs. Tout à fait. Et je n'ai jamais eu l'occasion de vous interviewer chez Omerta. Donc merci de nous faire l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Donc on va parler du Canada, mais on va parler de plein d'autres choses aussi. Vous êtes, pour vous présenter, journaliste, reporter. Vous avez été aussi présentatrice au Canada et en France, puisque vous avez une chronique sur CNews aussi. Actuellement, l'été dernier, vous étiez au Canada. Vous travaillez pour Cube Radio, Zone Info sur Radio-Canada, voilà, pour les citer. Mais vous avez aussi réalisé des documentaires, donc chroniqueuse sur CNews, je l'ai dit. Et à ce titre, vous avez cette chance inouïe de pouvoir observer deux sociétés et leurs francophones, les deux, et leur évolution respective. Alors, j'ai lu dans un de vos portraits qu'on dit de vous que ce qui attire, c'est sa sensibilité et son talent pour aborder les sujets complexes avec finesse. Ah, mais c'est gentil. Ben, moi, je vais prendre les compliments, mais bon, en même temps, je me méfie toujours un petit peu de tout ça. Mais oui, c'est vrai qu'en fait, comme observatrice de ce monde, ça, je pense que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'attire dans tout ça. Et une sensibilité, ben, je crois qu'il en faut un peu pour essayer de comprendre justement, essayer de voir saisir les choses dans ces enjeux qui sont effectivement complexes et particulièrement en ce moment où on a l'impression d'être dans un véritable tournant de l'histoire. Oui, un tourbillon même, je dirais. Justement, on va parler de l'histoire récente. Alors, le Canada, votre pays, a servi je vais dire, de laboratoire à l'application du wokisme le plus chimiquement pur, presque un rival en la matière de la Californie de Gavin Newsom. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a valu d'être précurseur dans ce domaine ? C'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on est passé de, vous savez, les deux peuples fondateurs. Bon, oui, évidemment, il y a toute la question des Premières Nations qui façonnent notre pays aussi. Donc, les deux peuples fondateurs, évidemment, bon, avec l'aspect les francophones, le Québec, les Québécois, les Canadiens français originellement, si vous voulez, et le Canada anglais. Donc, on passe avec ce mythe des deux peuples fondateurs finalement, au multiculturalisme pur et dur. Et même beaucoup plus loin, on pousse la logique encore plus. Et Justin Trudeau, qui a été finalement à la tête du pays... On va en parler de Justin Trudeau. Oui, bien, ça va vous montrer à quel point ça a été finalement l'aboutissement, le point culminant d'aboutissement de ce, certains diront, le wokisme ou de ce multiculturalisme. Il avait même parlé d'un État finalement post-national, parce que finalement, non, il n'y aurait pas véritablement d'identité. Ce serait une espèce de mélange de tout ce que vous voulez, on est ailleurs. Donc, évidemment,
souvent, quand on est dans une espèce d'état d'esprit comme ça, dans une idéologie de construction totale, eh bien oui, il n'y a plus de place sur des identités. Chacun se réclame de ce que l'on veut. Mais au fond, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné une multiplication de cette idée de communautarisme et greffé avec ce wokisme poussé à l'extrême, avec toutes les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est la jeunesse du Canada qui a permis ces excès? Le fait que, certes, il y a l'histoire des Français du Québec, il y a les anglophones, il y a ces rapports compliqués, il y a une histoire canadienne en tant que telle, des guerres aussi auxquelles les Canadiens ont participé, mais le côté, on va dire, ce côté expérimental du wokisme serait venu se greffer sur un pays qui est déjà aussi en devenir un petit peu. Je ne vais pas revenir sur l'histoire en détail de la construction du Canada, tout ça, parce que je vous ferai un très long exposé. Mais ce que je peux dire, c'est que déjà, quand même, vous allez voir, il y a une grosse différence entre le Québec, donc cette nation, ce peuple francophone, donc qui a une histoire, cette langue, cette culture, cette histoire très particulière qui a résisté un peu plus, je vous dirais justement, qui a une identité qu'on tente un peu de mater, que le fédéral tente, sans le dire comme ça, de mater un peu. Et le Canada, donc vaste espace, influence aussi des États-Unis. Donc, on est très perméable aux idéologies qui ont, je vous dirais, qui ont eu cours au cours des dernières décennies aux États-Unis, qui ont été poussées par la gauche dans les grandes universités. En particulier. Donc, ça, on a été très perméable et c'est comme s'il y avait une volonté, vous savez, que vous pouvez apparaître dans le monde par votre histoire et tout ça, mais aussi en se disant, nous, qu'est-ce qui va nous distinguer? Exactement. Donc, je pense qu'il y a eu aussi cette volonté de dire, non, nous, on va pousser cette idée de cette diversité heureuse, mais à son point de paroxysme, en disant, voilà. Ça collait parfaitement avec Justin Trudeau, qui, lui, a quelques problèmes de personnalité. On l'a vu habillé en sikh, à la Gay Pride, en rose, enfin bref. Il épousait, semble-t-il, toutes les minorités. Il y avait le voyage en Inde, effectivement, où ça avait été un peu gênant parce qu'il était arrivé là-bas, puis il y avait les photos, il s'était déguisé. Non, mais c'est ça, littéralement. Il aime bien se déguiser. Alors, je vais citer votre compagnon Mathieu Bock-Côté, qui disait à propos de Justin Trudeau, il disait « Sa conversion à cette idéologie était déjà décelable dès son arrivée au pouvoir ». Il dit « Dès le premier jour de son mandat, en 2015, Justin Trudeau aura normalisé le niqab en poussant par là le multiculturalisme à ses extrêmes ». C'est ce que vous nous avez dit. Il permettra aussi la mise en place d'un racialisme d'État avec le fameux programme réservé exclusivement aux entrepreneurs noirs. Il poussera le Canada à s'auto-accuser de racisme systématique, institutionnalisera le concept d'islamophobie, faisant un commissaire chargé de lutter contre lui. La transmophobie est considérée comme une résistance à la théorie du genre, sans oublier une politique d'immigration délirante qui fixait au Canada des seuils d'immigration himalayesques. Alors, vous avez passé du temps au Canada cet été. Est-ce que ces choses-là se sont arrêtées aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu un peu un retour en arrière par rapport à cette politique complètement folle des années Trudeau? C'est-à-dire que je pense que dans la population, il y a cette demande de changement aussi. Quand on regarde les sondages d'opinion, par exemple, sur les politiques d'immigration, est-ce qu'on veut une meilleure régulation de l'immigration? La réponse, c'est oui. La plupart donc, quand on regarde les sondages d'opinion, la population le demande. Il y a un certain changement. Il y a eu, par exemple, du côté des conservateurs aussi qui mettaient de la pression parce que, ça ne nous a pas échappé que Justin Trudeau a démissionné. Oui. Il y a eu une autre élection. C'est Mark Carney qui a suivi. Mais je vous dirais, c'est que les années Trudeau, je pense qu'on mesure peut-être mal aujourd'hui à quel point ça a eu un impact quand même assez dévastateur, on le sait, mais ça a été comme exponentiel. Je vous dirais que quand on regarde les politiques en lien avec l'immigration, il y a quelques années de ça, même il y a quelques décennies, il y avait quand même cette idée, par exemple, au Québec, d'une intégration. Donc, ça se faisait quand même bien parce que c'est toujours une question de nombre aussi. Combien de personnes vous décidez d'accueillir sur votre sol? Et contrairement à ici, où je sais qu'en Europe, ça peut être un très gros mot, ça peut être très catalogué à l'extrême droite. Nous, il y avait des quotas. Il y a des quotas, c'est-à-dire que tant d'immigration permanente, tant d'immigration économique, tant d'accueil de réfugiés.
Et je dis Justin Trudeau, mais en fait, c'est le gouvernement libéral. Donc, ça dépasse même Justin Trudeau. C'est toute cette machine qui ont fait un peu, qui ont déverrouillé cette façon de faire, donc qui ont complètement déréglé cette le capacité. processus migratoire au Canada. Exactement, parce que c'était souvent, on parlait du Canada en disant, bon, ben vous savez, l'immigration est quand même contrôlée, ça se passe quand même bien, il y a une bonne intégration. Et encore là, je fais vraiment un distinguo entre ce qui se passe au Québec et dans le reste du Canada. Parce qu'au Québec, il y a cette volonté de protéger le fait français. C'est une société, un peuple, donc la langue officielle, c'est le français. Alors qu'au Canada, on nous dit qu'il y a 2 langues officielles, mais la réalité, c'est que ça se passe en anglais. Et je vous rappelle que dans la Constitution canadienne, que le Québec n'a jamais signée, le multiculturalisme est dans la Constitution. Donc, si vous poussez cette logique à l'extrême, bien, on devient effectivement dans cet état post-national et finalement, venez comme vous êtes. Mais venez comme vous êtes, qu'est-ce que ça veut dire quand il y a un nombre Mais finalement... intégrez-vous. Et bien, il n'y a plus d'intégration, en fait. Il n'y avait pas d'intégration. On nous dit qu'il y a une intégration, mais dans les faits, ça crée, comme je disais, du communautarisme. Ça ne crée plus une sorte d'identité, une forme de continuité historique. Donc, ça fait en sorte qu'il y a des revendications minoritaires qui s'imposent. Et oui, le logiciel total, wokiste, l'apologie, si vous voulez, de toutes ces EDI, équité, diversité, inclusion, non pas pour une meilleure intégration ou quoi que ce soit, non, c'était de l'idéologie pure et simple qui s'est infiltrée, c'est-à-dire qui est devenue dans les administrations, cette espèce d'obligation de parler constamment de racisme systémique. Donc, tous ces concepts ont eu finalement le haut du pavé, si vous voulez, hein, quand on parle de privilèges blancs, de tous ces concepts-là. Ça a été, je vous dirais, cette espèce d'apogée, mais c'est un système qui était beaucoup plus profond. C'était donc cette promesse de cette diversité heureuse où finalement, presque de dire qu'il y avait 2 peuples fondateurs, ça devient finalement presque de l'ordre du suprémacisme, quelque part. Oui, bien sûr. Et on voit un peu qu'il y a des relents comme ça en Europe. Hein, dès qu'on veut affirmer certaines, que ce soit des valeurs ou une certaine continuité historique, bien, tout de suite, vous pouvez être taxé d'extrême droite, de xénophobe, de raciste. Et donc, pour répondre à votre question, dans la population, est-ce qu'aujourd'hui, ça a changé un peu? Dans les faits, dans le discours, ça change un peu. Est-ce que concrètement, la machine change? Beaucoup plus compliqué. D'accord. Vous avez évoqué la francophonie et je voudrais... Comment les Canadiens, je sais que vous nous appelez les maudits français, mais comment vous les voyez, les maudits français aujourd'hui? On voit que la France a reculé considérablement en Afrique, qu'elle a du mal à s'affirmer à l'international. C'est de la faute de Macron ou de ses prédécesseurs ou des deux, je ne sais pas. Mais est-ce que ce côté... vous disiez que vous étiez nos cousins et vous aviez une façon de nous regarder. Est-ce que les Canadiens, les Québécois, ça c'est plutôt à la Québécoise que je m'adresse, comment regardent-ils les Français aujourd'hui? Moi, je pense qu'on aurait intérêt à raviver, si vous voulez, ces liens qui nous unissent et qui nous ont unis entre le Québec et la France. Parce que, vous savez, quand on regarde toute l'Amérique du Nord, on est ce petit îlot francophone qui résiste au fil des siècles, de 4 siècles. Vous avez peur d'être annexé par les États-Unis? Non, je ne dirais pas d'annexer. Je pense que ça a bien... un voisin qui en parle, hein, quand même. Oui, c'est ça. Je pense que ça a bien servi le nouveau premier ministre, M. Carney, les libéraux. Oui. Sinon, je pense que les conservateurs auraient probablement passé aux dernières élections. Il y a eu ce tourbillon, effectivement, l'arrivée de Donald Trump, et chose que personne n'avait véritablement vu venir, c'est ces discours en lien avec l'annexion. Il en parle un peu trop, moins trop, hein? Tant mieux. Donc, je pense qu'il y a eu effectivement une crainte à un moment donné où est-ce que les gens se sont posé la question, OK, et ce n'est pas terminé. En fait, il y a une guerre économique qui n'est pas terminée en ce moment avec la guerre des tarifs. Il y a des ententes qui ne sont pas encore tout à fait conclues. Donc, c'est compliqué en ce moment pour le Canada et le Québec parce que c'est le principal partenaire commercial par la proximité. Bien Donc, sûr. bref, tout ça pour dire, si je reviens avec l'Europe, je pense qu'on aurait intérêt parce que pour s'émanciper, si on parle du Québec, je pense que pour s'émanciper,
parfois, on a besoin un peu justement, il y a eu peut-être Enfin, cette vous n'allez volonté pas de faire avoir demain Emmanuel Macron qui va dire vive le Québec libre à Montréal. Ah, ben, quoi. les souverainistes aimeraient bien. Les souverainistes aimeraient bien. Bon, pour les fédéralistes, c'est plus compliqué. Non, mais quand je dis créer des liens, c'est-à-dire surtout, c'est-à-dire des échanges économiques, échanges culturels, et aussi, il y a quand même, j'allais dire, tout ce qui nous unit aussi d'un point de vue culturel, mais aussi, il y a quelque chose. Donc, de se rappeler quand même qu'il y a un territoire en Amérique qui est un peu le gardien aussi de cette langue française, de cette culture. Il y a encore des vestiges de cette Nouvelle-France aussi. Le Québec s'est émancipé, évidemment, mais je veux dire, on a des liens quand même privilégiés. Et je trouve que malheureusement, il y a des liens qui se sont délités au profit justement des États-Unis. C'est normal qu'on ait des liens là-bas. Mais de là à s'assujettir aux États-Unis, c'est autre chose. Et pour ce qui est de notre regard sur la France, sur l'Europe, mais disons sur la France, c'est assez paradoxal parce que, en tout cas, je peux parler pour moi, tout le moins. Pour moi, la France... Et vous êtes un témoin privilégié puisque vous travaillez aussi ici. Oui, puis mon rapport à la France est, je dirais, quand même profond. Je suis venue étudier ici il y a même quelques années de ça. Et vous avez vu l'évolution de notre société. Oui, je suis venue ici, donc, il y a 20 ans, faire des études ici. Je viens ici régulièrement depuis des années. J'y habite. Bon, je suis toujours entre Québec et Paris. Mais donc, la France, qui est un pays que j'aime profondément, cette grandeur de la France, cette richesse culturelle, cette liberté, ce côté riche en histoire, vous savez, tout ça, et en même temps, cette organisation presque de l'impuissance qui s'organise depuis des années, cette perte de souveraineté. C'est comme si on décidait de confier les clés à l'Union européenne. En fait, on ne sait plus. On s'est dit, mais pourquoi la France, qui a tout pour elle, qui a tout pour être justement un de ses phares dans ces pays occidentaux, a décidé de perdre justement cette souveraineté, cette possibilité de rester dans cette grande influence aussi. Donc, il y a quelque chose de très triste. Et en plus, on est dans une séquence très particulière. Bon, on a mentionné, il y a différents exemples par les temps qui courent, que ce soit, bon, là, on a eu le côté un peu risible et choquant en même temps de ce qui s'est passé au Louvre, mais le théâtre politique... Justement, pour citer Michel Onfray, dit aujourd'hui en France, avec une disqueuse et une échelle, on repart du musée du Louvre avec la Joconde sous le bras. Oui, mais c'est ça. Mais ça dit quoi, ça parce que vous êtes une étrangère, vous êtes francophone, vous observez notre société. Comment on vit ça à l'étranger? Je sais que les Américains qu'on interviewe sont très, très choqués. Mais c'est choquant. Comme je vous dis, il y a eu certaines blagues et tout ça, mais au fond, on est choqués parce qu'on se dit la France est non seulement la gardienne de son patrimoine historique, culturel, mais quelque part, c'est aussi la gardienne de ce patrimoine mondial. Et le Louvre, les gens économisent souvent pendant des mois pour venir à Paris. Paris a encore ce symbole, la ville lumière, mais en même temps, on voit des choses de l'extérieur qui se passent depuis les dernières années. Et on se dit, est-ce qu'on est devant un pays qui est en déclin? Ce si grand pays. Qui disparaît. Qui n'est pas capable, on dirait, de continuer à s'affirmer, qui est un peu dans une forme de repentance perpétuelle, qui confie un peu sa souveraineté à Bruxelles ou ailleurs, qui n'est pas capable de maîtriser ses flux migratoires, qui a des enjeux de sécurité. Comme je vous disais, moi, j'étais ici il y a 20 ans. Je regarde aujourd'hui ce qui se passe, les horreurs qui se passent. Donc, c'est un paradoxe entre la grandeur, la beauté, cette France universelle et une espèce de déliquescence d'une classe politique qui est en rupture avec sa population. C'est-à-dire que la population veut des choses et on dirait qu'il y a une certaine élite qui n'est pas à l'écoute. On ne comprend pas pourquoi la France ne protège pas justement ce qui fait rêver finalement le monde entier. Il y a quelque chose d'absurde. Et voilà, pendant ce temps-là, vous avez les États-Unis qui reprennent un certain contrôle avec Donald Trump. Vous avez la Chine qui avance, vous avez la Russie, vous avez tout bien sûr. Le monde qui continue de progresser, de bouger. Et on a l'impression d'être dans des pays occidentaux qui se cherchent
Et pourtant, si on regarde l'Europe, 450 millions d'habitants, une culture extrêmement riche, des atouts exceptionnels et une forme d'organisation, en fait, l'organisation de son impuissance. Et ça, c'est complètement incompréhensible. Alors, justement, pour revenir, je voulais vous revenir sur Trump. Vous avez donc vécu au Canada un changement de pouvoir assez considérable à côté. Bon, on a évoqué ces histoires d'annexion et de frontières. Je crois que Trump avait qualifié la beautiful line, mais en disant qu'à une époque, il avait inventé qu'elle était amenée à disparaître et que finalement on était les mêmes et qu'on allait se diluer dans le même ensemble. Ça, effectivement, c'est l'Amérique du Nord rêvée par Trump. Mais est-ce que le conservatisme, le mouvement MAGA, a un impact chez les conservateurs au Québec et au Canada en général? Parce qu'il y a quand même cette dualité. Il y a l'affirmation de la souveraineté française au Québec et le Canada en général. Et comment vous voyez l'avenir de vos relations avec les États-Unis profondément, puisqu'elles sont quand même très, très fortement challengées par le gouvernement Trump aujourd'hui? Oui. En ce moment, je vous dirais, c'est difficile. C'est très difficile parce qu'il y a ces enjeux commerciaux. Il y a Mark Carney qui essaie de faire, donc de renouveler... Lui, il a dit à Trump clairement que le Canada n'était pas à vendre. Non. Ce qui, pour le côté business de Trump, peut parler. Oui, voilà. Exactement. À un moment donné, il fallait aussi... il fallait se mettre les limites, il fallait se faire respecter aussi. Se faire traiter de gouverneur, comme ça a été le cas par Elon Musk. Hein. Et ça a été... là, c'était quand même l'humiliation. C'était à l'époque de Trudeau. C'était quand même l'humiliation, ce manque de respect et de sentir qu'il y avait une vraie faiblesse. Donc, bon, on semble là-dessus. Je pense que ça s'est amélioré là-dessus. Ouais. C'est compliqué parce que moi, j'ai toujours fait la distinction entre... il y a l'arrivée de Trump, ce qu'il a fait, de sa politique intérieure, sa volonté de... Justement, son côté America First, sa volonté sur l'aspect de cette désindustrialisation au fil des années, des décennies. Une partie de la population qui était oubliée, méprisée, de dire non. Par les élites. Par les élites, exactement. Donc, toute cette lutte aussi, ce wokisme qu'on croyait finalement indépassable. Donc, ça prenait une personnalité extrêmement forte pour casser ce système qui n'est pas encore de grande résistance. Aussi, un long sujet où on peut débattre, mais bon. Ça prenait quelqu'un, je pense, qui n'était pas dans ce politiquement correct et qui avait le courage de faire des politiques très fortes pour changer les choses. Donc, il se préoccupe, ça s'entend. Ensuite, est-ce que ça a des répercussions sur le Canada, sur le Québec? La réponse, c'est oui, parce que cette politique de America First force les autres pays aussi, les autres nations, à se dire, OK, nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que lui, il a décidé de faire des choses pour son pays. Donc, c'est très confrontant. Et en même temps, on est extrêmement liés. C'est notre principal partenaire commercial. Nos économies sont extrêmement intégrées. Donc, quand vous décidez, dans un délai extrêmement rapide, de changer les choses, et le côté imprévisible, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. Et ça, cette insécurité, elle a déjà des impacts sur des emplois, sur des secteurs d'activité. Ça, c'est assez inquiétant, je vous dirais, sur ce point. Ensuite, voilà, donc je suis capable de faire un peu, je vous dirais, le distinguo entre ce qu'il a décidé de faire et ensuite, le côté des menaces d'annexion. Ça, c'est quand même des lignes à ne pas franchir. Et en même temps, ça fait partie un peu de la rhétorique de Trump pour avoir un rapport de force beaucoup plus grand. Et donc, ça fait partie de sa stratégie. Donc, une vulnérabilité et en même temps, il a fait avancer des choses sur, comme je vous disais, sur la question d'une espèce de contre-révolution sur le wokisme et tout ça. Ça, je crois qu'il y avait énormément de contestations. Aussi, oui. Oui, c'est ça. Il y avait une grosse contestation. Est-ce que le mouvement MAGA comme tel, il y a un mouvement MAGA au Québec-Canada? Non, je ne le vois pas comme ça. Est-ce qu'il y a un certain conservatisme? Certainement. Est-ce qu'il y a une volonté d'en finir avec un certain wokisme qui a eu légion pendant des années? Je pense que la réponse, c'est oui. Il y a déjà des changements dans le ton, dans certaines politiques, sur les questions de DI, tout ça, c'est au centre des débats. Mais de changer la machine de l'intérieur,
Ça peut prendre du temps aussi. Parce que vous savez, il y a des fois des annonces, mais ce qu'on appelle, certains parlent d'état profond, là, c'est pas pour être conspirationniste, mais à un moment donné, il y a des institutions, il y a des juges, le pouvoir de ce qu'on va appeler le gouvernement des juges. Vous le voyez en France aussi, dans le système, quand on pense au Conseil constitutionnel, quand on veut faire des réformes, par exemple, sur les questions d'immigration. Oui, ce que je citais de Mathieu Bock-Côté tout à l'heure, commissaire chargé de lutter contre l'islamophobie. Il y a des quantités de comités comme ça qui ont été... oui, il y a une commissaire pour la lutte contre l'islamophobie. Et puis, quand on regarde les actions, comme moi, personnellement, je trouve ça proprement scandaleux et je trouve que ça n'a pas sa place. Au contraire, souvent, dans ces prises de position, on va plutôt mettre de l'huile sur le feu. C'est plutôt ça, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Alors, une dernière question qui a un rapport avec un tweet que vous avez fait ce matin, où vous dites « L'enjeu de la souveraineté du Québec et le débat constitutionnel revient sur le devant de la scène au Québec et au Canada. » Alors, je voudrais vous faire réagir là-dessus et vous nous raconter pourquoi, en ce moment, il y a ce retour de la souveraineté québécoise. Mais en même temps, j'ai envie de vous poser une question à la souverainiste québécoise que vous êtes. Est-ce que finalement, avoir un voisin comme Trump et l'Amérique envahissant, peut-être envahisseur un jour, ça force pas le Canada finalement à rester uni? Ça a été, en fait, justement, lors des dernières élections, je vous dirais que les fédéralistes, le Canada, ça a beaucoup joué. Hein. Ah, c'est l'union, ben oui. Il faut être ensemble, l'espèce de sentiment d'unité canadienne, mais on se rend compte qu'il y a quelque chose de factice aussi là-dedans, parce que du côté de l'Ouest canadien, les intérêts, c'est très différent. Si vous allez en Alberta, les intérêts pétroliers, si vous allez au Québec, nous, on a beaucoup l'hydroélectricité, on est complètement ailleurs. En Ontario... Puis en British-Columbie, honnêtement, la différence avec les États-Unis... C'est presque des... Voilà. C'est pratique. Non, c'est ça. On ne la voit pas, la frontière, exact, là-bas. C'est ça. Donc, il y a des réalités régionales. Et je vous dirais, le Québec en soi, le Québec est une nation. Déjà, est une nation, une histoire. La langue officielle est le français. Donc, le rapport à la laïcité, vous savez, le Québec, un peu comme la France, là-dessus, on est des cousins sur la laïcité aussi. Le Québec a essayé de faire sa propre loi sur la laïcité. Par exemple, sur les signes, ça fait partie, mais par exemple, sur le refus des signes ostensibles pour les personnes en autorité. Nous, on a déjà une loi sur la laïcité qui est très soft comparativement à la France. Et vous n'avez pas connu la Révolution française aussi. Quand même. Nous, on a parlé de révolution tranquille chez nous. Vous voyez, même la révolution, elle est tranquille chez nous. Mais ça change pas mal d'aspects, le rapport à... Oui, c'est ça. Mais donc, juste cet aspect de... Le Québec a voulu faire une loi sur la laïcité, alors que je vous disais qu'au Canada, c'est le multiculturalisme qui est dans la Constitution canadienne, que le Québec n'a jamais signé. Et juste ça, je vous dirais, c'est contesté en Cour suprême canadienne. D'accord. Sur la loi sur la laïcité. Donc déjà, il y a un modèle québécois qui est plus dans la laïcité, qui veut défendre la langue française, qui veut défendre son territoire, qui veut défendre ses valeurs. Bien, ça, c'est contesté par le régime fédéral. Donc, c'est déjà très... On voit qu'il y a un choc très profond. Ensuite, je me dis, par rapport à Donald Trump, le Québec, vous savez, le Québec a des... ça n'empêcherait pas le Québec de faire du commerce avec le reste du Canada. Je veux dire, on parle simplement, c'est un statut pour le Québec. Ce seront les Québécois qui décideront, évidemment, s'il y a un troisième référendum. Donc, c'est possible qu'il y ait un troisième référendum et que le Québec devienne indépendant? C'est possible. Je pense que c'est compliqué parce que ça fait des décennies que le discours est plutôt des arguments de peur. Le Québec ne serait pas capable, ci ou ça. Mais bon, c'est aux Québécois de décider s'ils veulent ou non être souverains un jour, s'il y a un troisième référendum. Donc, bref, le Québec a ses atouts, ses alliés aussi, avec l'Europe, par exemple. Je parlais de la France ou d'autres pays. Il y a cette idée. Et on peut se dire aussi peut-être que Donald Trump, une société distincte, qui parle français, que c'est dire, finalement, ceux-là, ce sont peut-être les Gaulois réfractaires, finalement. Oui, c'est ça. Alors peut-être que c'est trop compliqué, parce que ça reste quand même que le Québec
c'est francophone. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est une terre Ouais. francophone, c'est Ouais. une culture, c'est différent. Ouais. Si vous allez en Ontario, Non, mais- où il y a les aspects un peu plus, justement, communautaristes, Mm. ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Ouais. Donc après, ce sera... Mais bref, tout ça pour dire, dans ce concert des nations à suivre, mais il y a quand même, je pense que, en tout cas, ça sera intéressant de voir si le monde, je pense, va se retourner vers le Québec et regarder ce qu'ils décideront dans les prochaines années. Bon. Mais on reste que nous sommes des cousins, des amis, des alliés, Absolument. certainement pour toujours. Et on est ravis de vous avoir, on est ravis de vous entendre sur CNews et d'avoir plaisir. cet avis et cette position unique d'être sur ces deux sociétés, de vivre un peu la tête de chaque côté de l'Atlantique. Oui, mais les Français devraient se rappeler En qu'ils français? ont... Oui, en français, en Voilà. français. Voilà. Mais les Français devraient se le dire peut-être plus souvent qu'ils ont un pays formidable, magnifique, Ouais. et que ça vaut la peine de préserver ce pays Vous extraordinaire. savez, Jean Dujardin en parlait il n'y a pas longtemps en disant que le problème chez nous, c'est quand on dit ça, on est taxé de facho, on est taxé de Mais peut-être se réactionnaire. libérer C'est un de vrai, ces étiquettes et simplement de se dire, on parle souvent de diversité, bien, la diversité du monde, la France en fait partie. Tout à fait. Ben, ce sera le mot de la fin. Voilà, merci Karim Abric. Merci beaucoup d'être venu chez nous aujourd'hui. Quant à vous, j'espère que cette émission vous a plu, que vous reviendrez encore plus nombreux la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Grand Entretien. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Bye bye.